Bonjour tout le monde, c'est la reprise sur NRTV, on est contente de vous voir. Ça va Shams? Ça va très bien et toi? Oui, je me réjouis, ça va être ta première aujourd'hui. Je te laisse les clés de la maison. Et tu as choisi de nous parler d'un thème qui te tient tout particulièrement à cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est comment vivre de son art en Suisse, parce que beaucoup d'artistes peinent à joindre les deux bouts encore aujourd'hui. Soit ils ont la chance d'être bien nés ou d'être avec un partenaire qui les entretient, ou sinon parfois c'est très difficile, certains survivent et on va en recevoir plusieurs en plateau pour nous parler de ça. Et tu prends position justement, tu l'assumes, tu dis c'est très compliqué et c'est parler aussi de toi parce que toi-même tu as été surprise, tu disais finalement moi je pensais qu'en Suisse c'était un peu différent, et ben non. Et oui, c'est un peu peut-être naïf de ma part, mais je pensais qu'en Suisse, les artistes étaient mieux lotis que ce qu'ils ne le sont actuellement. Et puis en tant que danseuse, dans les coulisses, et en tant que journaliste aussi chargée de la culture, je rencontre beaucoup d'artistes qui ont du mal et qui font part à pas mal de difficultés. Eh bien, on va parler de tout ça, on se réjouit. Je te laisse la maison. Bonne émission. Merci. Rodolphe, tu peux lancer le générique, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Fais voir ta région. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait le pont entre culture et société. On va parler de vie artistique, comment vivre de son art en Suisse. C'est un idéal qu'il est parfois difficile d'atteindre. On va parler d'art, évidemment, on va parler de situation financière, mais aussi de la valeur d'une performance artistique et encore de solutions pour pouvoir changer la donne. Comment vivent les artistes, voire survivent pour certains aujourd'hui? C'est ce dont on va parler avec nos invités. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir sur le plateau Joséphine Rémy. Bonjour. Joséphine Rémy, donc vous êtes danseuse et chorégraphe. Oui. Pour vous, c'est pratiquement impossible de vivre de la danse en Suisse. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes partie aux États-Unis pour vivre de votre art et réaliser votre rêve, danser avec des stars dont Snoop Dogg et Bad Bunny, pour n'en citer que quelques-uns. Et quand vous êtes de passage chez nous, vous dansez à l'école roloise de Le Loft, dont l'une des fondatrices, Alena Meroni, est votre assistante. Bienvenue. Merci. À côté de vous, je présente donc Émilie St. James. Vous êtes lyonnaise, vous êtes comédienne, professeure de théâtre et vous avez travaillé pendant des années dans ce domaine sans pour autant gagner d'argent, avec un job alimentaire à côté. Mais aujourd'hui, vous arrivez enfin à en vivre parce que vous travaillez en France. Mince. Et dernièrement, on a pu vous voir à l'écran avec Muriel Robin dans la série Master Crimes, une série franco-belge. Merci d'être là. Merci à toi. Et à côté, nous avons donc Arnaud Coindé. Vous êtes musicien indépendant, guitariste renommé. Vous avez collaboré notamment avec Alios et Nevi. Oui. Vous avez même fait la première partie de Coldplay à Zurich. C'est ça. Et dans la région, vous connaissez la scène locale. Vous avez joué à La Parenthèse, à l'Usine à Nyon. Vous serez encore à la fin de ce mois-ci. Et concernant la thématique du jour, on a choisi de vous recevoir parce que vous avez signé le manifeste. Donc pour les musiciens et musiciennes de Suisse romande qui demandent la mise en place d'un nouveau système. Exactement. On va en parler ensemble aujourd'hui. Et on va en parler aussi avec vous, Michael Rolly. Vous avez participé à l'organisation de festivals, dont Jazz au Peuple. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est en tant qu'administrateur de Sonar, l'association professionnelle qui défend les intérêts des personnes du monde de la musique. Et lors de notre échange, vous m'aviez dit que la votation du 8 mars qui arrive sur l'initiative SSR, ou intitulée 200 francs, ça suffit, pouvait avoir un réel impact sur la rémunération des artistes. Et donc, on va en parler aussi ensemble tout après. Donc, je suis très contente de vous avoir sur le plateau de Fais voir ta région aujourd'hui. On veut parler ensemble de comment vivre en tant qu'artiste en Suisse, donc comment vivre, comment être professionnelle. Joséphine Rémy, vous êtes danseuse professionnelle, c'est-à-dire que vous vivez de la danse à 100%, voire à 3000%. 3000, ouais. Mais comment vous êtes arrivée, comment vous avez réussi à devenir professionnelle et surtout à partir de quand vous vous êtes dit, là ça y est, j'y suis, je vis de mon art? Alors, j'ai commencé déjà très jeune dans la région à donner des cours. Et à cette époque-là, je devais avoir deux jobs. Et puis pour moi, j'avais toujours rêvé du coup, de le faire professionnellement. Et j'ai eu vraiment
senti que malheureusement l'écosystème en Suisse ne me l'aurait pas permis. Déjà juste de pouvoir danser avec des artistes, parce que c'était mon rêve depuis toute petite. Et c'est vrai que aux États-Unis, l'industrie est vraiment intégrée, que ce soit dans la musique, le cinéma. Et pour moi, j'ai vu un peu ce American Dream. Donc je suis partie il y a 12 ans maintenant. 12 ans, waouh, il y a 12 ans. Et puis, professionnellement, je dirais, j'ai fait une école de danse là-bas. Et 2 ans après, j'ai eu un peu cette possibilité de pouvoir travailler. J'ai eu mon social et du coup, 1 année après, j'ai commencé à avoir des grands jobs. Donc, justement, Chris Brown, Snoop Dogg, 50 Cent. Et c'est là que j'ai dit, ah waouh, en fait, en 1 année, je peux devenir maintenant danseuse pro. Et je pense que ça m'a pris environ 1 année à 2 ans après mon départ à New York que là, je suis vraiment devenue indépendante et que j'ai pu en vivre à 100%. Grâce justement aux artistes et puis à la façon dont on est reconnu en tant que danseur indépendant aux États-Unis. D'accord, donc 1 à 2 années après la formation professionnelle. Ouais, donc ce qui était assez rapide quand même en soi. Ouais. Et pour vous, Émilie, ça a été quand le déclic ? Je gagne ma vie. Oui. Surtout le moment où j'avais plus le temps de travailler en bar et en restauration parce que des répétitions, des spectacles. Et au fur et à mesure, c'était mon job alimentaire, finalement. Et puis le Covid a débarqué. Oui, j'ai fait un petit oui. Le Covid a débarqué et a mis un gros frein à tout ça. En fait, je pense que le gros déclic, c'est quand je me suis rendu compte que ça me permettait de juste payer mes factures et sortir avec mes amis. J'étais je me paye mes restos et mes bières grâce au théâtre. C'est super. Mais c'est pas si facile que ça quand même. On n'a pas les syndicats, on n'a pas tout l'accompagnement que tu peux avoir aux États-Unis. Ouais. Parce que vous aussi, vous avez fait des écoles et des formations à Genève notamment. À Genève, et maintenant je travaille en partie en France. Mon agent mon agence est sur Paris, donc j'ai des jobs sur les deux, ce qui est normalement l'inverse, non ? C'est les Français qui viennent bosser chez nous. Ouais. C'est la Suisse qui va bosser là-bas. Et pour le coup, c'est vrai que je suis mieux payée en allant travailler à Paris, mais financièrement, c'est plus simple pour moi de rester vivre en Suisse. Mais là, actuellement, en Suisse, par exemple, mon salaire est, je dirais, à 80% vient des cours que je donne. Et vraiment, je gagne mieux ma vie à donner des cours qu'à jouer. Est-ce que vous vous reconnaissez, Arnaud, dans les propos d'Émilie ? Complètement. Moi, je pense que le moment où je me suis un peu rendu compte que ça devenait plutôt quelque chose de plus professionnalisé pour moi, c'est le moment où j'ai commencé un peu à lâcher un peu les cours aussi, parce qu'on est quand même beaucoup à prendre ça un peu comme béquille pour avoir un revenu un peu stable. Et en fait, c'est du moment, pareil, que j'avais plus trop le temps en fait d'assumer un peu les élèves que j'avais pris et tout ça, que j'ai commencé à me dire en fait, je devrais peut-être arrêter de donner des cours et me concentrer sur faire de la musique. Mais ça peut être pas que faire de la scène, c'est aussi faire de la production audio, de la musique à l'image, du jeu vidéo, tout ça. Donc c'est un peu tout un... Ouais, je pense que le moment où on s'en rend compte, c'est effectivement le moment où on commence à payer ses factures avec ça. Et quand on en parle aussi à ses pairs, on se rend compte, mais en fait, ça fait 2 ans qu'on parle des mêmes trucs, mais on est toujours là, et tout va bien. Donc voilà, c'est un peu ça. Oui, continuer à tout prix à exercer son art pour arriver à en vivre et surtout à payer ses factures. Michael, vous qui accompagnez des artistes du coup, depuis des années dans des festivals et puis maintenant avec Sonar, vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre dans le système, notamment en ce qui concerne les musiques actuelles, les aides qui sont accordées, à quel point c'est soutenu. Comment ça se manifeste dans le quotidien des artistes, selon vous? Quelles conséquences ça a? Les conséquences que ça a, elles sont très concrètes. C'est que l'immense majorité, si ce n'est la totalité des artistes, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à se représenter. Et je ne parle pas d'artistes en voie de professionnalisation, je parle aussi des artistes qui tournent le plus à l'étranger aussi, parmi les artistes suisses. Il y en a beaucoup qui ont signé ce manifeste dont on va parler un peu plus. Donc ça, c'est quelque chose de très concret qui permet aux gens de mesurer l'ampleur du problème. C'est dans les musiques actuelles, les gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et en parlant un peu avec les autres invités, on se rend compte que là où il y a un réel déséquilibre et il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est que la création est vraiment pas suffisamment encouragée. Tout ce qui est patrimonial, tout ce qui est valorisé, ce qui représente plutôt une consommation d'une population plus aisée, est très largement subventionné.
Alors que les musiques actuelles, quand bien même elles représenteraient une plus grande multiplication des emplois, une plus grande valeur ajoutée, donc c'est quelque chose qui est lucratif, qui représente un plus large public, qui bonifie aussi des formations professionnelles de qualité, ben c'est très peu subventionné. Et là, il y a vraiment un problème. Il y a une initiative qui a été lancée il y a peu de temps qui s'appelle Musikvielfalt Initiative, qui dit qu'une paye juste, donc fair pay, c'est aussi fair funding. Donc qu'il faut des subventions qui soient équitables et qui représentent toute la diversité de la création artistique, quel que soit le genre. Ça, c'est vraiment ce pourquoi on lutte aussi, en plus d'essayer d'accompagner au mieux les artistes dans leur trajectoire individuelle, parce que chaque fois, ils sont toujours très isolés en fait, dans leur démarche en tant qu'auto-entrepreneurs. Et le but pour nous, c'est de les équiper un maximum et aussi de les informer, parce qu'il y a aussi des choses qui existent, mais qui sont très méconnues et qui sont aussi des fois très difficiles à mettre en place. Oui, les aider justement pour sortir de ce seuil de pauvreté, hein, vous l'avez mentionné. J'aimerais qu'on parle du coup de ce manifeste qui a fait beaucoup de bruit fin 2025. C'était sur les réseaux sociaux. Il y a d'abord eu le post de la chanteuse Maïmouna qui disait « Faut-il quitter le monde de la musique ?» Puis il y a eu la violoncelliste Sarah Oswald qui a fait une lettre ouverte qui s'appelait « Invisible » au pluriel et qui a fait beaucoup de bruit. Et du coup, elle a décidé de mener une enquête elle-même avec 2 autres artistes, avec Sandor et Verveine, et elles ont collecté des témoignages de plein de musiciens et musiciennes, notamment en Suisse romande, pour savoir si elles étaient les seules à ne pas s'en sortir financièrement malgré le succès. Et il s'avère que 90% des musiciens et musiciennes ne vivent pas de la musique et se considèrent vivant sous le seuil de pauvreté. Il y a beaucoup de personnes qui ont signé ce manifeste. On va le voir à l'image. Il y a des dizaines et des dizaines d'artistes et parmi ceux-ci, il y a vous, Arnaud, ça a été mentionné. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de signer ce manifeste et pourquoi vous vous êtes dit, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit il faut rendre la situation publique, il faut que les gens se rendent compte de ce que c'est en fait que d'être artiste en Suisse? Je pense que c'est complètement un peu en lien avec ce que tu disais, Michael, c'est qu'en fait, il y a une question de visibilisation de ces problématiques-là qui est hyper importante en fait, parce que même si on a tendance à considérer les artistes qui tournent à l'étranger ou qui ont des concerts un peu plus régulièrement, tout ça, en fait, on est vite un peu mis dans une case, comme si en fait on gagnait vraiment très bien notre vie et puis qu'on avait un peu réussi un peu quelque chose, alors qu'en fait, en soi, c'est pas assez considéré vraiment dans notre société là maintenant. Et il y a vraiment un truc un peu sur tous les financements qu'on pourrait un peu... la manière dont on peut subventionner aussi la musique de manière générale, c'est... je me perds complètement dans la réponse. C'est le matin, c'est le matin. Ouais, c'est le matin. Désolé, je vous ai fait plus avancer l'émission. C'est à nos artistes qui vivons la nuit. Je pense pas... Ouais, enfin voilà, si je peux reprendre ma réponse, je pense pas que l'idée, c'est forcément de faire une redite de ce qui est mis dans ce manifeste-là. Moi qui ne l'ai pas rédigé, mais qui l'ai signé, là où je y trouve vraiment du sens, c'est vraiment dans la visibilisation de ces problèmes-là, de la précarité en fait, des artistes dans les musiques actuelles, par rapport peut-être en comparaison avec d'autres milieux artistiques qui sont parfois plus soutenus. Et c'est un appel en fait à ce que le public se rende compte de la précarité de ce milieu-là, quoi. Mais du coup, ce serait quoi assez? C'est combien? En termes financiers? Oui, pour être... vous dites on n'est pas assez soutenu. Ce serait quoi être assez soutenu? Alors, moi, je pense que je peux parler un peu que de ma situation. C'est-à-dire que, effectivement, on flirte toujours un peu avec le seuil de pauvreté. Il y a tout cet aspect, en fait, en tant qu'entrepreneur, on doit, en fait, prévoir un peu toute son année, en fait, autour des cachets qu'on gagne. Donc, comme toute entreprise, on a des mois où on gagne très, très bien, des mois où on gagne... Enfin, très, très bien. Des mois où on gagne plus, des mois où on gagne beaucoup moins. Et je pense qu'en fait, un système style l'intermittence, quelque chose comme ça, quelque chose qui nivelle et qui sécurise un peu, qui fait un peu un filet en fait derrière cette pratique-là, ce serait quelque chose de vraiment bénéfique pour nous, quoi. Ça enlèverait énormément en fait de stress et puis de planification et d'anxiété un peu autour de cette pratique-là, quoi, qui est très précaire. Oui, je vois que vous voulez intervenir. Oui, juste concernant les rémunérations,
se faire une idée de combien il faut payer pour qu'on paye dignement un artiste. Donc, dignement, c'est que ça lui permette d'améliorer sa sécurité sociale et que ça tienne compte aussi du travail invisible qui est fait de répétition, de composition et ainsi de suite. Les gens peuvent aller consulter des recommandations tarifaires. Il y a notamment Sonart qui en a proposé. Donc, le minimum, ce serait 600 francs par personne, par performance. Et dans l'idéal, il faudrait 800 francs par personne, par performance, avec des majorations, si par exemple c'est une performance solo, ainsi de suite, mais je laisse les gens aller regarder dans le détail. Il y a aussi la FGMC, donc Fédération genevoise des musiques de création, qui a publié des recommandations tarifaires qui sont à peu près équivalentes. L'idée, c'est de payer suffisamment pour que les gens puissent vivre avec une bonne sécurité sociale et aussi que le travail qui est invisible soit rémunéré. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ça vous donne un peu une idée. Et après, on a un exemple que je peux montrer à l'image, justement, de ce barème dont vous parlez. Là, c'est le tarif pour un concert. Justement, vous parlez de minimum pay, donc de 600 francs, et de fair pay, de 800 francs. Vous pouvez expliquer ce concept? C'est quoi la différence? Là, il est question vraiment de recommandations tarifaires. Ce n'est pas des règles qu'on cherche à imposer parce qu'on sait que tout l'écosystème est précaire. Donc, dans l'idéal, il faut vraiment remonter un échelon au-dessus et dire que dès le subventionnement, il y a quelque chose qui pose question et peut-être des disparités il y a une distribution qui est très largement orientée vers de la musique patrimoniale, par exemple, dans le cas de la musique, au détriment des musiques de création, quel que soit le style, que ce soit classique, du rap, du rock, de la pop. La différence entre minimum pay et fair pay, c'est l'idée que le minimum pay, c'est vraiment un but à atteindre dans le court terme. C'est d'essayer de faire en sorte que les organisateurs de concerts s'adressent aux subventionneurs en disant « on a besoin de temps pour programmer tant de concerts ». Et que ça serve de base commune de négociation, en fait, et que les artistes puissent aussi dire « voilà, en tant qu'artiste professionnel, je peux prétendre toucher au minimum ça. Si vous me payez en dessous, voilà, ça va être compliqué pour moi d'en vivre. » Il y a quelqu'un qui s'est évanoui quelqu'un qui faisait la poursuite en haut. Et le fair pay, c'est vraiment ce qui permettrait aux artistes professionnels de gagner leur vie vraiment dignement, c'est-à-dire que à travail égal, avec quelqu'un qui aura un autre emploi normal, donc des emplois qui sont bien mieux représentés dans le droit du travail, qu'à travail égal, les personnes touchent à peu près le même type de salaire au final, ou le même type de rémunération. C'est sûr que si tu comptes par rapport aux heures qu'on fait, on n'est pas suffisamment payé. Je vois mes amis sur une journée de travail. En fait, moi, j'en fais beaucoup plus. Je ne suis pas payée. Non, mais c'est vrai, comme tu disais, les heures de création, les répétitions, je pense qu'à la fin de l'année, pour un travailleur normal, je ne sais pas quels sont le nombre d'heures de travail que tu as à la fin d'une année si tu te fais un 100%. On a été à 8 heures je pense, par jour. Mais c'est vrai des matins. Un artiste, nous, ça a tellement un investissement. Puis nous, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais en danse, moi, je dois tout le temps continuer à me former. Donc, je continue à prendre des cours. Il faut que je reste visible, il faut que je reste relevant, comme on dit en anglais. Et en respectant ce barème, si Joséphine, on vous versiez justement 600 francs ou 800 francs, ça irait? Alors, nous, aux États-Unis, on a environ 1000 francs la performance, mais on parle que de performance. Donc, on a toutes les répétitions, c'est ce qu'on parlait. Nous, on a les répétitions incluses, on a le déplacement, on a aussi la nourriture chaque jour qui est inclus. Vraiment, les droits sont beaucoup plus... on est beaucoup plus couverts, justement. Et même après, on a l'aide au chômage aussi aux États-Unis, qui est comptée par rapport à ces contrats. Tout est bien calculé pour aider, même si ça reste quand même compliqué, parce que moi, quand je suis aux États-Unis, j'ai aussi comparé avec les artistes et aussi, par exemple, le band, les DJ. Et par rapport aux danseurs, il y a une énorme... Nous, on a un peu ce problème que nous, il y a des énormes disparités, en fait, entre les artistes et nous, les danseurs, qui faisons aussi une énorme partie du show en utilisant notre corps. Donc, ça, c'est encore un autre souci. Mais c'est vrai que c'est dur, je trouve, pour la Suisse, parce que comme il y a cette disparité d'argent, vous ne pouvez pas nous engager et nous, on n'a pas de travail. Et c'est pour ça que moi, je suis partie. C'est une des raisons pourquoi je suis partie et pourquoi on doit donner...
pourquoi en Suisse, la plupart des gens qui réussissent donnent des cours. Moi, quand je viens ici, je donne des cours parce que c'est pas facile de pouvoir juste vivre en tant que danseur pro. Et j'aimerais danser. Il y a tellement d'artistes incroyables en Suisse. C'est vrai que les artistes pour eux se répondent les uns les autres. Mais ils peuvent pas nous payer. Ils peuvent pas nous payer. C'est qu'on aimerait bien s'engager mutuellement. Sur le montant, du coup, cette fois-ci, concernant votre aspect plus organisateur, est-ce que vous rémunérez les artistes en suivant ce barème? Oui, alors c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de respecter. Ça dépend vraiment des subventions à chaque fois. Pour parler de Jazz au Peuple, par exemple, c'est un événement qui n'a pas de billetterie, parce que c'est un événement qui s'adresse à toutes et à tous. Donc ça, c'est un pari, par exemple. Mais nous, on n'est pas à plaindre. Le jazz est quand même relativement bien subventionné en tant que musique de création. Et la scène expérimentale et improvisée et pas le parent pauvre. Alors certes, on est à des années-lumière de ce qui est donné à des orchestres qui d'ailleurs, d'après l'USDAM, qui a sorti des chiffres un peu effarants il y a un mois à peu près, qui montrent que même les orchestres ne respectent pas les conventions collectives de travail. La plupart, les gros orchestres, même richement dotés. Donc là aussi, ça pose un certain nombre de questions. Mais dans le cas de Jazz au Peuple, ça montre juste aussi qu'il y a une forte disparité interne entre les différents genres de musique. Si on prend le cas, par exemple, de Fribourg, j'étais aux assises des musiques actuelles du canton de Fribourg ce week-end. On voit que la dynamique n'est pas du tout la même à la Spirale qu'à Frisson ou à Ébullition, parce qu'en réalité, ça ne représente pas le même type de public, et le jazz continue d'avoir plutôt bonne presse. Donc voilà, il est un peu mieux subventionné, bien trop bas, par rapport à la richesse incroyable de la Suisse dans ce domaine, parce que vraiment, c'est pas comme si elle manquait de moyens, quoi. Enfin, pour le coup... je dis tout le temps qu'en Suisse, on a le meilleur jazz du monde. Oui. Et je le crois dur comme fer. Mais voilà, il y a des disparités au niveau du subventionnement, puis ça a un impact sur comment les organisateurs de concerts peuvent rémunérer les artistes et sur les revenus, au final, des artistes suivant le style de musique qu'ils incarnent. Et les musiques actuelles, oui, force est d'admettre, c'est vraiment le parent pauvre de tout cet écosystème, alors que c'est le plus lucratif. C'est ça aussi, je pense, parce que c'est dans ces recommandations tarifaires, ce qui est important, c'est que, en fait, en tant qu'artiste, c'est une chose de le savoir, c'est aussi, en fait, aux gens qui nous engagent de le savoir de leur côté. Parce qu'en fait, il y a quand même une grosse partie qui est assez concurrentielle, en fait, pour les artistes, si on est programmé ou pas. Et on va dire que ces recommandations tarifaires, elles sont justes et elles seraient super, en fait. Ce serait super d'avoir tous ces montants-là. Mais en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est assez rare, en tant que sideman, que je touche des cachets comme ça. Et puis, en fait, je ne peux pas non plus mettre mes employeurs dans une position un peu inconfortable en leur demandant « je vais te payer ce montant-là à chaque fois », parce qu'en fait, c'est aussi pas possible pour eux. En fait, c'est un peu ça qui est important, je pense. Exactement, ouais. Un autre point que vous aviez abordé quand on avait échangé, c'était cette distinction qu'il peut y avoir entre artistes professionnels, semi-professionnels et amateurs qui jouent aussi sur la rémunération. Est-ce que vous pouvez expliquer? Moi, je pense que, du coup, si ça pourrait être bien, ce serait une des solutions. Ce serait déjà de reconnaître justement ce statut-là. Donc vraiment qu'on puisse reconnaître en Suisse qu'on est artiste, on est danseur par exemple, enfin danseur professionnel. Et moi j'ai l'impression qu'encore en Suisse, en tout cas pour la danse, on est considéré comme encore amateur ou passionné. Et je pense que déjà il faudrait que cette mentalité-là, elle puisse changer. Parce que ça commence... j'ai eu une classe ce week-end où justement mes élèves m'ont demandé « Ah, mais moi j'ai encore ces croyances limitantes que je n'arriverai jamais à vivre de mon art en Suisse. » Et ça m'a vraiment choqué un peu. J'étais là « Oh mince qu'on puisse avoir en fait cette idée de la Suisse. » Et je pense qu'il y a vraiment aussi un switch de mentalité qui doit être fait de la part des parents aussi, de notre environnement, des parents, des institutions ici en Suisse, de pouvoir vraiment reconnaître en fait l'art dans toute sa splendeur et pas justement des fois dans des milieux plus classiques ou contemporains, parce que surtout moi c'est plutôt hip-hop commercial et on n'est pas forcément considéré déjà de reconnaître ce statut vraiment professionnel.
Parce que c'est dans tous les milieux, hein. Dans le monde du théâtre. Il y a aussi une étude qui a été publiée, c'était en 2023 par Scène Suisse. On a une image qui peut montrer, c'est un extrait de cette étude qui montre qu'il y a 86% des travailleurs indépendants, donc qui sont dans le monde du théâtre, du cinéma ou de la télévision, qui déclarent qu'ils ont besoin d'un travail à côté pour assurer leur subsistance. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve donc dans la musique, dans la danse, mais même dans le théâtre. Vous, Émilie, vous avez dû travailler à côté, comme je le disais dans l'introduction. Que ça. Est-ce que justement ça a été un frein à votre carrière? Bah oui, parce que du coup, pendant un temps, tu as des horaires de boulot qui te permettent de payer tes factures, donc ton job alimentaire. Et en même temps, tu as des castings ou des auditions ou des projets qui vont tomber. Mais au niveau des horaires, tu es obligé de jouer la balance de « Ok, donc je vais pas travailler ici, donc je perds tant d'argent. Ici, je touche tant sur le cachet. Si c'est pas le même salaire, ok, à la fin du mois, ça veut dire que je perds là. » Et oui, il y a eu pendant une longue partie de ma carrière, il y a des casting, des projets auxquels j'ai dû dire non parce que, en fait, travailler dans tel bar pendant un mois m'assure plus de sécurité que ce job-là et parce qu'il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, à tout moment, ton projet, il tombe. Ouais. En fait, à tout moment, ton contrat, il saute C'est pas varié. parce que la structure qui t'a engagé a finalement plus les moyens à pas toucher les subventions qu'elle devait. Il y a des annulations, il n'y a pas assez de spectatrices, donc ta paye n'est pas assurée. Et donc, le nombre de fois où je me suis retrouvée à... Ok, je sais que dans ces 3 mois, j'ai ces 2 projets, ça me permet de tenir. Finalement, il y en a un qui tombe, mais tard. Je le sais relativement à la dernière minute, et tu le sais toujours comme ça. Même si tu prévois tout à l'avance, Exactement. tu arrives à voir sur un an, en fait, t'es jamais à la Jamais sûr. C'est jamais Tu peux sûr. apprendre même 4 jours avant que finalement tu montes pas sur scène. Et donc, ces 600 de cachet minimum, ils sautent. Tu te les enlèves. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on prenne un moment pour entendre cette émission pour parler des solutions qu'on pourrait envisager pour changer la situation. Est-ce que vous avez des idées, des pistes de réflexion? On a mentionné le barème, on a parlé aussi d'intermittence. Bon, ça serait vraiment... Ça serait génial. Ce serait extraordinaire parce que c'est vrai que la Suisse, elle prône quand même cette stabilité, alors que notre job, il est complètement instable. Donc déjà, de reconnaître cette instabilité aussi. Et je pense, après, nous, on continue, je ne sais pas si vous le faites aussi, mais de former, d'en parler, d'éduquer. J'ai mis en place des programmes pour éduquer aussi les danseurs à savoir, à comprendre un petit peu mieux quelles sont aussi leurs valeurs en termes de danse, pour aussi... parce qu'il y en a plusieurs qui me disaient « Ah, mais moi, si je dis non, du coup, j'ai tellement pas d'opportunités en Suisse qu'en fait, je vais jamais me retrouver sur scène. » Donc, ils acceptent aussi des cachets qui sont bas. Et du coup, on a un petit peu ce cercle vicieux qui s'entraîne et un petit peu de dire en fait, non, au bout d'un moment, ça suffit. J'ai cette valeur et aussi de prôner ces valeurs en Suisse. Et si on est tous un petit peu à ce barème-là, ça pourrait aussi aider à monter un petit peu les cachets. Un peu plus de contrôle aussi au niveau de ces structures engageantes. Parce que, je ne sais pas pour la musique et la danse, mais nous, on est aussi beaucoup... on nous vend le prix au chapeau. C'est où tu as de la chance de jouer, tu as de la chance d'être tu as de la chance de bosser. Je peux pas... Non, je peux pas te promettre un salaire, mais par contre, tu seras payé au chapeau. Du coup, fais de la pub. Tu sais, en fait, du coup, je fais le travail de com de la production. Plus il y a de monde, plus je vais gagner d'argent. Mais en fait... Ça existe parfois dans des deals avec des salles de concert aussi. On t'es payé au chapeau? Non, pas forcément. Enfin, si, ça arrive. Mais aussi dans des salles, on va dire, si... tu peux avoir un deal en fait où tu t'occupes un peu de la com, mais tu touches une commission sur l'entrée. Voilà. C'est pas le chapeau. Non, mais t'as des arrangements. Tu deviens promoteur en fait de l'événement. En fait, t'es pas formé à ça forcément, quoi. C'est pas ton métier. Mais du coup, ces structures, elles en profitent un peu, quoi. Elles savent que on a malheureusement pas trop l'opportunité de dire non, parce qu'on n'a pas cette base financière que l'intendance, j'allais dire, pas du tout, l'intermittence offre. D'avoir un salaire minimum, quoi qu'il arrive. Tu sais que tu peux manger, tu peux payer tes factures. C'est une certaine sécurité. Ouais, mais est-ce que aussi en solution, vous avez décidé, vous avez participé à rendre la situation publique par la signature de ce manifeste. Est-ce que ça a eu un effet? Est-ce qu'il faudrait continuer à visibiliser?
Je pense qu'on n'en parle jamais assez, ça, de toute façon. Quand tu parles de formation aussi, de un peu continuer à s'éduquer un peu par rapport à ça, moi, ça me parle beaucoup. Enfin, typiquement, juste en parlant dans le train avec Mickaël, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur quelles sont les solutions qui sont possibles. En fait, on voit que c'est quand même assez complexe, assez opaque. Je viens aussi d'une haute école de musique. Du coup, ces sujets-là, ils sont abordés et c'est très bien. Est-ce qu'ils sont assez abordés ? Je ne sais pas. Et je pense qu'en fait, ce serait peut-être un peu bien aussi que... Enfin, je ne parle pas forcément que des écoles qui forment les musiciens de manière un peu classique, comme ça. Enfin, on peut aussi venir un peu de milieux plus alternatifs. Mais le fait qu'il y ait des permanences culturelles comme ça permet vraiment de se former et puis d'éduquer, de s'éduquer soi-même et ensuite de continuer à visibiliser ça. Parce que c'est une chose, en fait, de montrer que ça ne va pas. Faut aussi un peu voir la lumière au bout du tunnel. La Suisse est très élitiste aussi dans son approche de la culture et à qui je donne de l'argent. C'est dans les disparités de... Pour nous, c'est un peu quelle musique est soutenue et laquelle l'est un petit peu moins. Ça va être quel théâtre ou quelle compagnie. Danse. Ou quelle danse, c'est exactement ça. C'est vraiment... Et pour vous, Mickaël, quelle solution on pourrait je pense que ça dépend de la envisager? Il faudrait se tourner vers l'associatif ou le politique? Je pense que ça dépend sous quel angle on aborde le problème. Je pense que sous une perspective un peu top-down, ce serait d'avoir une meilleure... des subventions plus équitables et qui tiennent compte de la diversité de l'offre et qu'il y ait une meilleure dotation de la création, que ce soit en musique avec les musiques actuelles, mais aussi dans vos domaines de théâtre et de danse, et sous une perspective plutôt bottom-up, de réapprendre à consommer de la culture. Aussi de se dire que qu'est-ce que c'est écouter un album de musique plutôt que parce qu'un musicien qui produit un album, il produit un album. Il ne produit pas 10 morceaux qui sont 10 chances d'avoir un morceau qui devienne un trend sur TikTok, qui soit écouté pour 30 secondes, et ainsi de suite. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a perdu. Et aussi, on passe beaucoup par des plateformes de streaming qui sont parfaitement immorales et qui ne rémunèrent pas les artistes. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi pour chacune qui consomme de l'art, qui consomme de la musique, de se poser des questions aussi sur comment est-ce que je peux faire pour limiter les intermédiaires et aussi rémunérer plus directement les artistes pour qu'ils puissent continuer à faire ce que j'aime aussi en tant qu'auditeur, auditrice. Alors imaginez si on perd la taxe sur les chaînes quand on a... Ça, on en parlait au téléphone, mais une des solutions, par exemple, on voit qu'il y a la Lex Netflix dans le milieu du cinéma a apporté beaucoup de bénéfices pour le cinéma, la production suisse. Pourquoi pas une Lex Spotify ou quelque chose comme ça qui permette aussi de récupérer une somme d'argent importante pour après la redistribuer parmi les artistes, ce serait quelque chose de fabuleux. Donc, si j'ai bien compris, pouvoir vivre de son art, ça repose, suite à notre échange, sur tout un écosystème. Tous les arts sont interdépendants, donc les artistes aussi, chacun a besoin de l'autre pour vivre et grandir. On a abordé ensemble des pistes de solutions. On a parlé d'intermittence, du modèle américain, du barème que vous proposez à Sonar et d'autres associations. La visibilité aussi sur les réseaux sociaux. Donc, une solution pour celles et ceux qui ne sont pas artistes, c'est de faire attention à comment on consomme la culture, où on va, à qui on donne son argent, se rend compte de tout le travail qu'il y a derrière la simple performance. Et pour tout un chacun, se rend compte du coup que les arts sont connectés et qu'on a tous besoin des uns des autres. Du coup, n'hésitez pas, en tant qu'artiste, à me recommander d'autres artistes ou à veiller les uns sur les autres. Et en tant que public, à se questionner sur où vous donnez votre argent. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la vie artistique en Suisse. Merci beaucoup à nos invités d'avoir partagé vos témoignages, vos expériences de vie et d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt sur NRTV dans Fais voir ta région.